qui a ses locaux à l'aéroport de Bamako. Cette société a pour actionnaires de hauts dignitaires sénégalais, ivoiriens et même maliens. Et depuis 2019, elle travaille à l'aéroport. Elle loue des avions, elle loue des véhicules, et le contingent allemand de la MINUSMA avait besoin de ses services et a même passé un contrat avec elle. Alors, il se trouve que cette société, dans le cadre de ses activités, avait besoin de se sécuriser. Au lieu de faire appel à une société privée de sécurité malienne ou étrangère, elle s'est entendue avec ses actionnaires, dont de hauts dignitaires ivoiriens, pour faire venir des soldats ivoiriens. Donc ces soldats ne viennent pas en mission militaire au Mali, mais ils viennent dans le cadre d'un contrat privé. C'est comme si, grâce à des passe-droits, SAS a pu obtenir des gardiens d'élite, c'est-à-dire que des forces spéciales ivoiriennes qui sont payées comme telles pour rendre un service privé dont l'État ivoirien ne bénéficie pas. C'est un détournement des forces ivoiriennes au profit d'intérêts privés. Donc nous sommes ici en face d'une situation de mafia. De mafia. Parce que c'est des individus qui sont en train de s'enrichir avec des moyens des États étrangers. Alors, l'affaire n'a pas donné lieu à beaucoup de brouhaha parce que depuis 2019, personne ne s'en est plaint. Peut-être même qu'au niveau local, des gens s'en remplissent les poches royalement. Mais il se trouve que, d'après mes informations, de leur poste à l'aéroport, ces forces spéciales ont copieusement espionné les forces maliennes. C'est même ces forces-là qui seraient à l'origine des photos, des images et autres là qui auraient été données relativement aux supplétifs riches de l'armée malienne. Le Mali était donc très mécontent de l'attitude de cette société et a tenu à se venger. À se venger comment? Si avant, les soldats là venaient faire la rotation sans bruit, cette fois-ci le Mali, sachant très bien que cette rotation se fait de manière irrégulière, a décidé de les cueillir. On les a cueillis, on les a exhibés comme un trophée et on tire là une double vengeance. D'accord. Un, montrer aux gens que des présidents ou des étrangers sont en train de se faire la poche au Mali à travers cette société SAS. Deuxièmement, montrer que le Mali a désormais besoin de s'approprier le contrôle total de son aéroport. Okay. Et ça entre dans la logique où le Mali ne veut plus être espionné et ne veut plus laisser la MINUSMA se mouvoir comme elle veut, ni aucune autre force se mouvoir comme elle veut sur notre territoire. D'accord. Okay. Je termine juste en disant que ça, c'est ce que moi je crois. Mais si il s'avère que ces forces spéciales venaient pour envahir le Mali, la manière dont elles sont venues ne peut traduire qu'une chose. Ça veut dire que quelqu'un devait être à l'aéroport pour les accueillir et les faire passer sans tambour ni trompette. C'est pourquoi elles n'étaient pas armées. Mais cette personne a pu les trahir, ou bien cette personne a pu être découverte avant leur venue et les a dénoncés. Ok. On va continuer, Maître Kounari, et cette fois-ci on va faire le tour. Je vais même rester sur vous. On va terminer avec vous, Bamba. Est-ce qu'on n'est pas proclamé président du Mali à partir de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on n'est pas dans un différend entre État ivoirien et État malien? Dans mon explication, j'ai bien parlé de vengeance. Les autorités veulent se venger de tout ce que Ouattara leur a fait. Montrer aux gens que Ouattara a des intérêts ou ses proches ont des intérêts dans une société privée qui utilise de manière clandestine des soldats ivoiriens, mais c'est un scandale.
S'il y avait une société civile ou une société politique suffisamment forte en Côte d'Ivoire, des comptes seraient demandés à Ouattara par rapport à cela. Comment on peut envoyer des forces spéciales sécuriser une entreprise privée? Ok, d'accord. Bon. Et donc on se venge de Ouattara, on se venge d'autres personnes, parce qu'il paraît que dans la société, il y a le petit frère de Macky Sall qui est également actionnaire. Donc il y a des gens qui mangent ici clandestinement et dont on découvre les repas à la face du public. D'accord, Makalou sur cette question. Ouais. Oui. Ça ne va pas très fort entre Bamako et Abidjan depuis un certain temps. Oui, il y a un climat délétère de soupçon parce que, évidemment, les sanctions, comme j'ai eu à le dire bien avant, c'était les sanctions économiques, financières et commerciales. En dehors de la fermeture des frontières, elles émanaient de l'UMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine, elles n'émanaient pas de la CEDEAO. Parce que impliquer la Banque centrale dans la sanction de notre pays, mais c'était une faute. C'est une faute des dirigeants ouest-africains qui ont en partage le franc CFA, de sanctionner un pays que vous êtes supposé aider et qui est en difficulté sur d'autres fronts par rapport à la sécurité, l'humanitaire, la santé, etc. Mais saisir les comptes de l'État au niveau du Trésor, au niveau de du Trésor, du compte unique du Trésor au niveau de la Banque centrale, et puis empêcher notre pays quand même de participer au système financier de la Banque centrale, ça a amené quand même des dysfonctionnements et c'était supposé paralyser le fonctionnement de l'État. Donc c'était pas approprié. Donc maintenant que cela a été levé, on est en train de distribuer les bons et les mauvais prêts et les mauvais points par rapport à la levée de ces sanctions, mais elles n'auraient pas dû être imposées à notre pays. Donc il y avait ces soupçons déjà par rapport à la Côte d'Ivoire, je le dis clairement. On a soupçonné que c'est le président de la Côte d'Ivoire qui a pesé de tout son poids, parce que la Côte d'Ivoire c'est quand même 40% de l'UEMOA, c'est-à-dire du CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et le gouverneur, évidemment, est toujours un proche du chef de l'État de Côte d'Ivoire, qui vient d'être renouvelé. Donc, ce sont ces difficultés, ces soupçons qui, et puis, en tout cas, d'autres, comme vous l'avez si même dit, et bien si bien dit, les personnes qui, quand même, de l'ancien régime qui retrouvent couvert et gîte à Abidjan, et sans compter aussi que des prosoros sont bien accueillis ici. Donc, il y a quand même un combat à distance par personne interposée et je pense que c'est à travers ce climat de méfiance que nous avons vu tout cela surgir et comme M. Konaré l'a dit, ce n'est qu'une illustration, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les temps ont changé, c'est-à-dire personne ne va courber les chines devant un autre pays, même si le Mali est en difficulté. Le Mali c'est un grand pays, c'est un vieux pays. Nous sommes à la solde de personne, donc il ne faut pas que ce que le président de la transition, suite à son entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres avait dit, la souveraineté et l'intégrité du territoire doivent être respectées. Parce que c'est la coopération, c'est le Mali qui doit encadrer tous ceux qui sont sur son territoire. Donc vous ne pouvez pas faire fi comme s'il n'y avait personne, et puis faire ce que vous voulez dans un pays étranger, surtout avec des militaires et des armées. Ouais, professeur Gakou, l'affaire n'aurait pas eu cette proportion s'il n'y avait pas le précédent, les précédents dont on vient de parler. Oui, je vais faire simple. Les précédents dont vous parlez là, c'est tout simplement une contradiction désormais fondamentale dans le positionnement stratégique de ces deux pays-là. Je ne parle pas des peuples, mais je parle des régimes et des gouvernants. Les options stratégiques des deux pays divergent depuis que la transition malienne est entrée dans sa phase de rectification. Et du coup, Abidjan apparaît, c'est pas qu'il apparaît, Abidjan est effectivement si vous voulez, la tête de pont de l'axe stratégique auquel s'oppose farouchement le nouveau régime malien. Et donc, une fois que vous avez dit ça, tout le reste rentre dans l'ordre des choses. Et il est important que les questions qui relèvent de la sécurité de l'État
soit traité avec moins de, on va dire, moins de tapage, traité en tant que tel, parce que généralement ces questions sont très sensibles. Il ne faut pas les traiter sur la place publique au risque que des esprits non initiés ou mal formés s'en emparent et puis provoquent des dégâts qui sont tout le temps regrettables. D'accord. Voilà. Toi, Bamba, sur la question. Avant de tirer les enseignements de cette affaire, je voudrais quand même réagir par rapport à un certain nombre de propos. Pour moi, ce n'est pas une question de vengeance. On s'en tient au fait, c'est factuel. Okay? Dans aucun pays au monde, cette affaire ne serait passée inaperçue. Des militaires qui dissimulent leur vraie identité sous des identités fallacieuses de chauffeurs, de gardiens, et ainsi de suite, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est d'abord là le premier de ces soupçons. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que le policier qui a découvert le poteau rose, qui a été d'ailleurs coffré parce qu'il a fait la différence entre la police et les autres forces armées, ça c'est une question disciplinaire, mais à sa sortie, il doit être décoré pour cette vigilance. C'est pour cette vigilance. Donc pour moi, ce n'est pas une question de vengeance. C'est un fait factuel qui est là. C'est des militaires qui arrivent. Et quand on développe la SAS, c'est comme si elle travaillait pour fournir des vigiles à des structures ici. Ok, mais je ne sais pas comment des forces spéciales peuvent être amenées dans un pays pour en faire des vigiles, des forces spéciales, et puis armées. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et militaire venir sécuriser notre militaire, non. Si c'est des vigiles, ok. Donc, moi je dis, il faut prendre cette affaire au sérieux. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Comment on a vu en Europe, hein, pour tout le monde qui voyage ici, mais combien de fois des gens n'ont pas été arrêtés dans les aéroports juste pour des peccadilles et plus insuffisants que ce qu'on vient de voir. Donc vous dites que vous êtes étudiant alors que vous êtes militaire, ça ne se fait pas. Donc maintenant, quels sont les enseignements pour moi? Pour moi, le contrat de l'aménagement a été très mal négocié. Parce que normalement, les opérations de maintien de la paix doivent un peu profiter au pays. Il y a une question de préférence nationale que nous n'avons pas pu poser sur la table. Il aurait fallu au gouvernement à l'époque de serrer les tâches, toutes les tâches.